c'est super. Je vais juste vous donner un peu le parcours de Sarah pour vous donner une idée. Sarah a commencé avec nous au tout début de Together, donc il y a 4 ans. Avant ça, elle a même fait un stage avec nous dans une autre société qu'on a. Et elle est venue, elle avait fait l'école qu'on appelle l'ESCAET, qui est une école de tourisme à Aix. Et aussi fou que ça peut paraître, elle n'avait que très peu de connaissances sur tous les outils de communication et les sites internet, etc. Elle s'est auto-formée toute seule pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Si vous êtes gentil, je pourrais vous sortir des archives de ce qu'on faisait au tout début, qui n'était pas glorieux, mais en tout cas, est-ce bien nécessaire? Voilà. Et donc, voilà, elle s'est vraiment auto-formée, donc elle n'a pas forcément une connaissance totalement technique pointue des choses, c'est ce qu'elle vous dira. En tout cas, ce qu'elle maîtrise, elle va vous dire ce qu'elle maîtrise et ce qu'elle connaît. Et donc, elle est à votre place, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui sont qui maîtrisent beaucoup mieux les outils que Sarah. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment qu'elle vous explique ce qu'elle sait avec et ce qu'elle a appris et ce qu'elle maîtrise. Si vous connaissez les newsletters de Together et la com de Together, c'est que déjà vous aimez le boulot de Sarah parce que c'est elle qui est quand même à l'origine de tout ça. Voilà. Donc je laisse à Sarah la parole. Si vous avez des problèmes techniques, vous me mettez un petit mot en bas à droite et je laisse Sarah prendre la main. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. En tout cas, merci d'être là ce matin ou cet après-midi en fonction de où vous vous trouvez. Donc, je ne vais pas me présenter, du coup, Thomas l'a fait pour moi. On va rester ensemble une petite demi-heure pour débattre d'un sujet qui est assez vaste. On va parler de técologie beaucoup et d'Outil.com un peu, mais on va d'abord parler de técologie. Et donc, pour commencer cette présentation, je voulais tout d'abord vous dire quelques mots sur Together. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et aussi qu'est-ce qu'on fait en ce moment face à tout ce qui se passe. Donc, on est en fait un réseau de réceptifs indépendants qui compte en 30 réceptifs qui sont spécialisés sur le voyage sur mesure, qui sont notamment francophones. Et en fait, notre force à nous, c'est de mutualiser et de fédérer en fait le couple agent de voyage réceptif qui est pour nous le plus performant pour l'avenir et aussi de créer des synergies entre les acteurs, à la fois entre les réceptifs eux-mêmes et entre les agents de voyage et les réceptifs. Donc ça se concrétise par plusieurs outils. Les outils en ligne, donc on a une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter gratuitement sur all.together.travel et rentrer en contact direct avec les réceptifs. On organise aussi des événements sur place. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas. On organise des caravanes, des petits-déj, etc. L'idée, c'est toujours de mettre en relation les agents de voyage et les réceptifs. On organise aussi des formations en ligne et ça, pour le coup, il y en a tous les jours. Ce sont les réceptifs qui vont vous proposer des formations sur leur destination, sur leurs produits. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à toutes ces formations et vous inscrire depuis notre site internet. Voilà pour Together. Et aujourd'hui, donc face à tout ce qui se passe, on est tous un petit peu dans le flou quant à l'avenir de tout ça. Chez Together, ça fait à peu près 1 an qu'on se forme un peu sur le réchauffement climatique et les effets du réchauffement climatique qui vont se répercuter sur nos métiers. Et l'idée, c'est qu'on a mis à disposition des outils pour pouvoir se former, parce que c'est quand même la meilleure solution pour pouvoir trouver des alternatives viables. Donc, on a à la fois une médiathèque qui recense un certain nombre de ressources pour se former au changement climatique et à tout ce que ça englobe et toutes les solutions possibles. Vous pouvez demander votre accès gratuitement à la médiathèque. Elle est en open source, elle est disponible pour tout le monde. Et pour soutenir tout ça, on organise des ateliers tous les jeudis pour discuter, débattre ensemble de ces questions-là. Donc, je vous parlais de tout ça justement parce que ça va un petit peu introduire ce dont je vais vous parler. Donc, à la base, je comptais, avant, quand j'ai préparé cette présentation, je comptais vous parler des outils com qu'on utilise chez Together. Donc, rassurez-vous, je vais le faire. Mais je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens de le présenter de cette manière-là. Donc, je voulais, dans un premier temps, vous parler du numérique et de ses impacts qui sont importants. Et donc d'une solution pour essayer de réduire ces impacts qui est la técologie. Donc on va définir le terme, donner des exemples et un exemple concret notamment qui est le site Lotech. Donc volontairement j'ai pris cet exemple-là parce que dans notre industrie tout le monde a un site internet
et c'est un axe très stratégique pour nous tous. Et enfin, je finirai par les outils qu'on utilise chez Together. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire 2-3 choses. Donc cette formation, elle va être enregistrée, donc elle va être disponible en replay sur notre chaîne YouTube. En tant que je dois vous prévenir et je vous conseille de regarder ce replay en baissant la qualité de votre vidéo parce qu'il n'est pas nécessaire forcément de l'avoir en HD. Vous pouvez aussi bien la suivre sereinement dans une qualité un peu moindre et l'environnement vous dira merci. Cette formation, elle a pour but de vous donner des pistes de réflexion sur la technologie, sur les impacts du numérique et les solutions qu'on peut apporter à tout ça. L'idée, c'est de construire un petit peu ensemble des solutions. Aujourd'hui, il existe peu d'alternatives, notamment dans le tourisme, qui est quand même un consommateur, un secteur qui consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est de voir ensemble un peu les solutions qu'on peut mettre en place et d'ouvrir le débat et aussi de vous faire gagner du temps parce que j'ai fait une recherche sur ces impacts-là, voir quel levier on peut activer dans notre secteur pour être un peu plus vertueux. Donc, il n'est pas question d'avoir un discours moralisateur aujourd'hui. On est tous dans le même bateau. On a tous des impacts, nous aussi, et on y travaille justement. Ne culpabiliser aussi personne. Et donc, ce webinaire dépense de l'énergie. Et c'est un webinaire s'inspire en fait, est basé sur des sources fiables, notamment de rapports officiels, etc. Vous aurez toutes les sources de ce webinaire dans la description de la vidéo. Il est important d'éviter le greenwashing, surtout dans ce genre de cas. Donc, où trouver des informations fiables? Donc, la plupart de mes recherches, elles se basent sur des rapports et sur des organismes reconnus, dont le Chip Project, le Green IT, qui est une institution en France sur ces problématiques-là, et aussi sur l'ADEME, qui est sous tutelle de l'État, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous avez aussi bien sûr des experts reconnus. Si vous voulez un peu plus vous intéresser au sujet, vous pourrez lire le livre de Philippe Biwix de l'âge des low-tech, etc. Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc les impacts du numérique. Donc là, je vous ai mis un schéma qui vient de Digital for the Planet. C'est en fait les réseaux sous-marins pour les câbles en fait Internet en 1997 comparés à ceux de 2016. Donc, j'avais pas des chiffres un peu plus récents, mais bon, vous vous rendez compte que là, il y a quand même une différence assez notable en termes d'impact. Et donc, en fait, tout ça pour vous expliquer que le numérique, même si on n'a pas l'impression comme ça, mais le numérique a une matérialité. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise un ordinateur pour vous parler, j'utilise un logiciel. Et en quelques chiffres, le numérique, c'est 34 milliards d'équipements pour 4,1 milliards d'utilisateurs, ce qui correspond environ à 8 équipements par personne. C'est responsable à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut se dire comme ça, 4%, c'est pas grand-chose. C'est 2 fois plus que l'avion, qui, dans notre secteur, est assez critiqué par rapport au flight shaming, etc. Donc, c'est important. Et il y a une augmentation de 8 à 9% par an de la consommation énergétique du numérique, alors qu'on s'est fixé dans l'objectif de 10 ans de réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'en prend pas vraiment le chemin avec le numérique. Et c'est surtout que son utilisation, elle est en croissance exponentielle. On achète de plus en plus d'appareils. En 2030, on prévoit 46 milliards d'objets connectés. L'impact le plus important, il vient de la fabrication de ces objets numériques-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de matériaux fossiles dont les ressources identifiées s'épuisent. Et il y a aussi des impacts. En fait, si vous devez retenir un chiffre, une dynamique, c'est bien celle-là, c'est que la fabrication, c'est l'impact le plus important. À la fois parce que les matériaux sont rares et sont extraits, tout ce qui va être minerai, etc., dans des conditions difficiles et insalubres pour les mineurs. Et ça engage des problèmes géopolitiques. Et la plupart de ces composants, nos téléphones, etc., sont fabriqués en Chine. La Chine qui a basé son énergie sur le charbon, qui est la ressource énergétique la plus polluante sur notre planète aujourd'hui. Donc, il y a aussi un effet de se dire que du fait que les matériaux sont de plus en plus rares, il est de plus en plus difficile de les trouver. Donc, on dépense de plus en plus d'argent pour aller creuser un peu plus profond. Et donc, le prix du coup de ces appareils va notamment augmenter face à tout ça.
Donc concrètement, tous ces chiffres que je vous ai un petit peu balancés comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Une heure de Netflix, ça correspond à 1 milliard d'emails envoyés. Une box internet, elle consomme autant qu'un réfrigérateur. La vidéo en ligne, c'est un des postes les plus gourmands en énergie. Ça génère 60% des flux données mondiaux et il y a plus de 30 millions de tonnes de CO2 par an qui sont émis par ces vidéos à la demande, donc tout ce qui est Netflix, YouTube, etc. Donc une donnée numérique, elle parcourt environ 15 000 km de distance. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le numérique a un impact certain sur nos vies, que ça soit dans notre sphère professionnelle ou pro. Et donc on pourrait se dire, quelle solution on peut apporter à ça? Donc, on pourrait imaginer que dans les années futures, il y ait des outils et des appareils qui sont plus performants en termes énergétiques. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, un appareil consomme moins d'énergie et est capable de faire autant de choses, voire plus de choses qu'un téléphone qui date de 5 ans. Mais aujourd'hui, on consomme tellement plus et on achète tellement plus de ces appareils que ça ne compense pas le gain en énergie donné. Pour avoir une petite statistique, vous avez 88% des Français qui remplacent leur téléphone alors qu'il est en parfait état. On pourrait se dire aussi, recyclons, oui, et ça existe, mais c'est assez complexe, c'est toujours onéreux pour l'instant, donc pas une solution qui peut se déployer à grande échelle. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? On a quand même un gros problème devant les yeux. Et pourtant, le numérique, il est utile et indispensable. Il nous permet de communiquer plus facilement, de faire des formations comme celle-ci, d'échanger, de partager des données, de limiter les déplacements. Moi, je suis basée en Bolivie. S'il avait fallu que vous veniez jusqu'en Bolivie pour faire cette formation, je pense que vous n'auriez pas fait le déplacement et je vous aurais dit de ne pas le faire parce que c'est pas très écolo tout ça. On pourrait se dire, les high-tech, est-ce que tous les appareils numériques aujourd'hui valent la peine d'être conçus? Je pense à des montres connectées. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à nos vies? Et donc, il est quand même important de se questionner sur la pertinence de ces usages-là. Donc, pour vous donner rapidement comment on peut un petit peu minimiser cet impact-là, il y a des gestes simples à faire à la fois aussi bien chez vous qu'à mettre en place dans votre entreprise. C'est augmenter déjà la durée de vie de vos appareils, parce qu'on a vu fabriquer ces appareils, c'est le poste le plus important en termes de consommation d'énergie. Donc, il faut éviter de remplacer les équipements numériques sur un coup de tête. Vous avez notamment des opérateurs téléphoniques qui vous font des super offres pour un téléphone à 1 euro et pour 12 mois d'engagement. Voilà, il faut avoir conscience que c'est pas forcément idéal pour la planète. Pour écouter de la musique, par exemple, privilégier des plateformes comme Spotify plutôt que d'aller regarder un clip vidéo sur YouTube qui consomme beaucoup plus d'énergie. Mutualisons nos ressources, ayons une seule imprimante par service. Après, tout dépend de la taille de votre entreprise. Ne pas laisser les appareils en veille ou allumés en permanence. En ce moment, on est en confinement, donc personne n'est en entreprise. Ça peut être intéressant de couper sa box qui consomme autant qu'un réfrigérateur à cette période-là, de couper ses appareils électroniques pendant qu'on part en vacances, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Il y a une certaine responsabilité de la part de nous, communicants, de la part des développeurs, de la part des designers, de la part des chefs d'entreprise, de réaliser l'impact généré par le numérique et aussi d'informer à la fois les parties prenantes, donc nos salariés, nos fournisseurs, mais surtout nos clients, nos prospects, de la manière dont on utilise tout ça. Donc, il faut une certaine transparence. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait mieux pour regarder le replay, de le regarder dans une qualité un peu inférieure, parce que on se doit en tant que citoyen et en tant que pro de sensibiliser les gens sur ça. Il va falloir aussi, du coup, faire évoluer les pratiques. Et donc, ça impose de se réinventer, d'imaginer, de créer de nouvelles opportunités. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'il y aura des régulations par rapport à notre consommation en énergie. Donc, il est quand même préférable d'anticiper un peu tout ça. Donc, il y a des nouveaux enjeux à relever. Et l'idée, c'est quand même de se projeter dans un futur désirable et compatible face à tous les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une solution, ça peut être la technologie.
Donc, on va en parler maintenant. La technologie, c'est l'association de la technologie et de l'écologie. Et c'est l'ensemble des technologies de l'information et de la communication dont l'empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a été volontairement réduite et qui aide l'humanité à atteindre les objectifs du développement durable. Donc ça, c'est une définition du Green IT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut utiliser aussi d'autres termes, sobriété numérique, numérique responsable, éco-conception, etc. L'idée, c'est de faire mieux avec moins, déconcevoir nos outils. Et surtout, la sobriété ne veut pas dire l'abstinence, on l'a vu, la technologie et le numérique est importante. Il suffit juste de se questionner un peu comment on peut optimiser cette utilisation-là. Donc, on va prendre un exemple concret qui est le site LeTech. Alors, pourquoi on va s'y intéresser? Comme je vous l'ai dit, notre secteur du tourisme utilise beaucoup les sites internet. Vous avez chaque entreprise a un site internet. C'est un outil stratégique, c'est une vitrine web de votre société. Si vous êtes réceptif, par exemple, c'est la seule vitrine que vous pouvez web et avec les réseaux sociaux que vous pouvez avoir envers vos clients et prospects. Au-delà de vous déplacer ou de participer au Caravan Together, par exemple. Pourquoi on s'y intéresse aussi? Parce que depuis 2010, le poids d'une page web, il a plus que triplé et qu'il y a 70% des interfaces qui sont utilisées à moins de 10%. Donc, on se rend compte en fait que nos sites internet ne sont pas forcément optimisés et qu'on fait pas mal de choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, je me suis intéressée du coup à voir comment on peut mesurer cet impact-là et voir la marge de manœuvre qui est possible pour nous pour qu'on travaille dessus. Donc, j'ai bien conscience que dans le secteur du tourisme, c'est un énorme challenge de parler de ces sujets-là. Mais je pense que c'est aussi important de réfléchir ensemble à des solutions, co-construire et anticiper un petit peu l'avenir sur ça. Donc là, je vous ai pris deux exemples. Un exemple qui est déjà low-tech, donc qui a été mesuré avec un système qui s'appelle l'Eco-Index, qui a été proposé par le Green IT et qui propose en fait une analyse selon plusieurs critères. Donc vous allez avoir la complexité de votre site. La complexité, c'est le nombre d'éléments que vous allez avoir sur vos pages, le nombre de requêtes. Un site en fait fait appel à des serveurs et il y a des allers-retours entre ces serveurs-là. La complexité de la page, etc. Donc là, vous avez un site sur le premier exemple qui est déjà low-tech, qui est du coup en catégorie A. Et vous avez notre site à nous, oui, on est transparent, le site de la Webzine qui est en catégorie D. On n'est ni dans le rouge ni dans le vert, mais bon, on voit qu'on peut quand même mieux faire. Je vous ai mis aussi à titre d'exemple des analyses de sites de tour opérateurs et de réseaux d'agences français qui sont très connus. L'idée, c'est pas savoir de qui c'est juste de dire que qu'on soit gros ou petit, on a tous un travail à faire là-dessus. Donc un site low-tech, c'est quoi? C'est l'ensemble de techniques simples, pratiques, économiques et populaires qui s'opposent par définition au high-tech. Et ce qui veut dire qu'en fait, il faut trouver le meilleur équilibre possible entre le niveau de performance à atteindre et la quantité de ressources nécessaires pour atteindre ces performances. En gros, faire mieux avec moins. Et il n'y a pas forcément d'avoir besoin de 50 pages sur son site pour pouvoir délivrer l'information dont on a besoin. Comment on définit un site low-tech et comment on le reconnaît? Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Il y a une interface et des fonctionnalités qui sont beaucoup plus simplifiées. C'est un site statique et non dynamique qui permet de faire le moins d'aller-retour entre le serveur et le navigateur possible. Il n'y a pas de police de caractère personnalisée. Vous allez voir que ce sont des polices qui sont générées et qui sont déjà intégrées dans le navigateur, donc qui sont un peu plus simples. Il n'y a pas d'image ou peu d'images qui sont ultra optimisées. On va voir un peu comment tout à l'heure. Il n'y a pas ou peu de vidéos, parce qu'on l'a vu, les vidéos sont extrêmement gourmandes en énergie. Et donc, on utilise des technologies différentes. Donc, voici quelques exemples de sites low-tech. Là, vous avez le site du MUSEM, qui est le musée à Marseille. Voilà. Donc, un design assez simple. Là, vous avez le menu et la homepage. Là, vous avez le site de Low-Tech Magazine, qui est un peu une institution dans le site du Low-Tech, puisqu'il fonctionne à l'énergie solaire. C'est-à-dire que s'il y a du soleil, vous allez avoir le site. Il a bien sûr il va pouvoir fonctionner. Si pendant 2 jours, il n'y a pas de soleil, il continuera à fonctionner, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus d'énergie suffisante pour qu'il puisse fonctionner. Donc là, c'est vraiment pousser le concept au maximum. Et c'était aussi pour vous montrer qu'il y a beaucoup
d'imaginaire et de créativité à réaliser sur ce poste-là. Et là, vous avez un dernier site d'une designer qui s'appelle Marie-Cécile Paccard et qui est très investie dans le low-tech. Et pour vous montrer, vous voyez qu'entre ces 3 exemples, il est quand même possible de faire des choses intéressantes en termes de design. Donc les avantages et les inconvénients de mettre en place un site low-tech, ça divise le coût de l'hébergement parce que votre site va être plus petit et donc il va se charger plus vite et ça va améliorer votre SEO. Ça va aussi surtout réduire la fracture numérique, c'est-à-dire que si vous avez un site ultra techno, high-tech qui est très lourd, il est possible qu'il rame sur certains ordinateurs qui sont moins performants, moins récents, etc. Donc ça permet une meilleure accessibilité à tous. Il n'y a pas d'analytics, pas de cookies, pas de pub. Donc ça permet de respecter la vie privée des internautes. Il y a bien sûr des analytics que vous allez pouvoir consulter en interne, mais elles ne seront pas chargées sur Google parce que ça consomme de l'énergie. On pourrait se poser la question, d'accord, il y a peu de contenu, peu de pages. Est-ce que dans l'industrie du tourisme, c'est judicieux ? Oui, il vaut peut-être mieux avoir 6 pages super optimisées plutôt que 50 pages qui présentent des produits les mêmes que vos concurrents, par exemple. Essayez de trouver en fait des idées pour optimiser tout ça. Il y a peu de possibilités de design, comme on a l'habitude. C'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des sites avec un design très alléchant. Il faut aussi avoir conscience que le grand public s'intéresse de plus en plus à ces problématiques-là. Donc, est-ce que ce ne serait pas un avantage différenciant de mettre en avant le fait que vous avez fait un site low-tech plus responsable? Voilà, c'est les questions que je vous pose et je serais ravie d'en débattre avec vous après. Donc, comment fait-on un site low-tech? Donc, il y a 2 points de vue à prendre en compte. Le point de vue technique. Donc, vous avez des templates, des serveurs, des hébergeurs qui sont aujourd'hui existants et optimisés pour ça. Il faut, comme je vous l'ai expliqué, réduire le poids des images. Les images et les vidéos, c'est ce qui prend le plus de place sur ces sites-là. Donc, il y a des alternatives possibles. Je vais vous en présenter un exemple tout à l'heure. Et surtout, réduire les allers-retours entre les serveurs. Donc, c'est-à-dire pas de Google Fonts. Aujourd'hui, on a tous des sites Internet avec des Google Fonts. Il faut savoir qu'en fait, le site appelle le serveur de Google pour générer la police. Donc, si on supprime cette navette-là, on gagne en efficacité énergétique. Et du point de vue philosophique, du coup, il faut repenser les usages. Est-ce que mon site de 50 pages, comme on a vu la dernière statistique, les fonctionnalités du site sont très peu utilisées. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'avoir un site de 50 pages lourd? Est-ce que c'est pas plus pertinent d'essayer de trouver d'autres solutions pour donner envie et déclencher une action? Quel est aujourd'hui l'objectif de mon site internet? Ça va être de donner envie de voyager et de déclencher une demande de devis, par exemple. Comment je peux répondre à cette problématique-là, tout en respectant les principes du low-tech. Il faut aussi, vous allez me dire, oui, mais le site, moi, je dois faire rêver mes clients avec les photos, les vidéos. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour faire rêver son client autrement? Ce sont des questions auxquelles on peut réfléchir ensemble. Et enfin, il faut une stratégie cohérente. Si demain, vous décidez de faire des voyages qui existent déjà un peu plus sobres en termes d'impact carbone, il est aussi judicieux d'avoir une cohérence avec ces outils de communication et donc de proposer un site low-tech. Donc, comme je vous l'ai dit, je le redis, c'est un challenge pour l'industrie du tourisme. C'est à la fois hyper intéressant d'en discuter, mais j'ai hâte de voir votre ressenti par rapport à tout ça. Donc, un exemple rapide pour une alternative possible aux images. Donc, c'est le ACI Art. En fait, c'est fabriquer des images à partir de caractères de clavier. Enfin, ce sont des caractères miniaturisés de symboles de vos claviers qui, conglomérés, font des images. Donc, je me suis un petit peu amusée à faire le logo de Together pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il y a quelques années, il y a le site Biocop qui a fait un site uniquement en ACI Art. Donc, vous voyez, là, vous avez la Tour Eiffel, etc. Pour vous montrer qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, vous allez me dire, très bien, combien ça coûte, tout ça? Donc, tous ces
ces modèles-là, ils existent, on en parle depuis quelques années seulement, donc c'est pas simple de trouver l'information. J'ai cherché sur des plateformes de freelance, notamment pour voir s'il y avait des designers, des développeurs qui proposaient ce type de conception. Donc, il y en avait 4 et les tarifs s'échelonnaient entre 350 et 500 euros par jour, comparé à des développeurs classiques entre 200 et 600 euros par jour. Donc, bon, on est assez... il n'y a pas vraiment de différence. Il existe aussi des agences de com low-tech, Aristis, qui est une des plus connues. Et bientôt, Together, on a l'ambition de vous proposer demain des sites low-tech. Et on va très prochainement sortir un site low-tech pour notre prochain Yaka Faucon. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de tout ça. On va évidemment aujourd'hui on va pas révolutionner la com. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, on a une certaine responsabilité d'essayer de voir des solutions et de déterminer ensemble des axes de travaux possibles pour essayer d'appliquer tout ça au secteur du tourisme. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est oui, alors si moi j'ai un site marchand, est-ce que je peux faire un site marchand low-tech? En termes aussi de référencement, c'est très important pour vous. Quels éléments je vais pouvoir mettre dans mon site voyage, les éléments indispensables à conserver, comment je vais mesurer les impacts de ma communication en général. Là, on a parlé des sites internet, mais il serait aussi intéressant de se pencher sur d'autres moyens de communication, l'emailing par exemple, les vidéos, la manière dont vous stockez vos éléments, etc. Donc tout ça pour vous dire que la techno, oui, mais pas n'importe comment. Et j'en viens enfin à vous parler des outils qu'on utilise chez Together, qui en fait, l'idée, c'est de vraiment d'optimiser l'utilisation de ces outils, donc de conserver uniquement des logiciels et des outils qui sont utiles pour notre quotidien. Donc, je vais vous donner un peu le top 5 des outils qu'on utilise. Donc, Typeform, qui est un peu comme un Google Form, mais beaucoup plus sympathique pour récolter du coup les données, faire des enquêtes auprès de nos clients et des vôtres. Zapier, qui permet de mutualiser les données. Zapier, il permet de connecter 2 outils entre eux et de récupérer les données. Un exemple concret, vous vous êtes aujourd'hui inscrit sur mon webinaire grâce à ClickMeeting. J'ai fait un Zapier entre ClickMeeting et ma base de données, mon CRM. Et du coup, dès que vous allez vous inscrire à ce webinaire-là, automatiquement, vous allez être ajouté à mon CRM sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc ClickMeeting, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui permet de communiquer à distance et de faire des formations en ligne. Mailchimp, pas besoin, je pense, d'en parler, qui permet de transmettre des infos et de communiquer auprès de tout le monde. Et enfin, Canva, c'est l'outil avec lequel j'ai réalisé cette présentation, qui vous permet de faire de la création de contenu design. Donc voilà, j'en ai fini. Tout ça pour vous dire que le numérique, il impacte forcément l'environnement, qu'il faut qu'on en ait conscience, mais qu'il y a des solutions et qu'il vaut mieux anticiper en fait tout ça. C'est assez aujourd'hui précurseur d'en parler, notamment dans le secteur du tourisme, mais je pense que c'est des questions qu'on peut tous se poser ensemble et réfléchir à des solutions ensemble. Donc, comme je vous disais, je vous ai parlé du site internet, mais il y a aussi beaucoup d'autres moyens de communication qui méritent d'être optimisés. Et donc, on a tous cette nécessité de se poser des questions sur à la fois de nos usages du numérique, à la fois perso et pro, par rapport à nos responsabilités. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, je bois un peu. On va répondre à vos questions. Question pour plus tard, donc de Estelle. Qu'en est-il des podcasts? Moins lourds que la vidéo ou photo certainement? Oui, sous forme de storytelling pour faire rêver les clients. Oui, et en fait, exactement, il y a des solutions alternatives. Aujourd'hui, on fait beaucoup rêver avec des vidéos et des photos dans le tourisme, dans le secteur du tourisme. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions de le faire? Instagram est bourré de vidéos et de photos.
Est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi nos valeurs ajoutées de manière différente sur ces sujets-là? Et oui, le podcast est beaucoup moins gourmand en énergie et plus original. Il y en a de plus en plus d'ailleurs en ce moment. Voilà. Merci, merci. Peut-on évaluer facilement l'impact de notre site actuel? Comment? Oui. Alors, tu peux aller, Laura, sur... alors, attends, je vais revenir sur la présentation. Donc, moi, j'ai fait une analyse avec le site de EcoIndex, qui est là. Mais tu as l'écometteur, c'est la même chose. Il y a aussi Carbonalizer, qui est une extension de Firefox, donc qui est uniquement utilisable sur Firefox et qui permet aussi de mesurer ton impact sur plus en termes de navigation. Vraiment ton site internet, je te conseille de regarder EcoIndex et Ecometer. Existe-t-il des réseaux sociaux low-tech? Alors, très bonne question. Je ne sais pas, j'avoue. C'est une très bonne question qui, je le note. L'idée, voilà, c'est d'un peu d'avoir votre ressenti par rapport à ce que je vous ai dit. Si vous aviez, par exemple, déjà pensé à des solutions comme ça, ou si c'est un peu une découverte pour vous. Et de voir justement, d'identifier des axes de travail qu'on pourrait mettre en place pour possiblement de futurs prochains ateliers. As-tu un outil qui permet de calculer l'énergie que nos documents, textes, vidéos consomment? Alors, tu peux... Alors, il n'y a pas un outil, enfin, je ne connais pas un outil qui puisse faire ça de manière concrète. Tu peux aller sur le site, c'est Future Info, c'est Future Eco, je crois, qui te permet de regarder un petit peu ta consommation quotidienne. Mais non, aujourd'hui, ce seraient des outils qu'il faudrait mettre en place, effectivement, pour réfléchir à tout ça. Pour les emails, y a-t-il de bonnes pratiques, des boîtes d'emails plus adaptées, des signatures moins lourdes, des chaînes d'emails moins longues? Mais c'est super, il y a plein de questions. Alors, pour les emails. Déjà, ce que je vous conseille, c'est pour les emails internes, pas forcément. Alors, l'email, ça consomme de l'énergie, mais c'est pas le pire. Donc, il faut aussi remettre en question, recontextualiser ça. Vous pouvez aussi utiliser des plateformes à la place d'envoyer des emails comme Slack, Bittrex, qui permettent en fait de distribuer une information à un plus grand nombre de personnes sans envoyer un email. Alors, il y a des bonnes pratiques, par exemple, en termes d'emailing, où vous allez pouvoir faire du tri dans vos listes de contacts. Par exemple, supprimer les prospects qui sont dans vos listes et qui n'ouvrent pas vos campagnes, par exemple, qui n'ont pas ouvert vos 20 dernières campagnes. Ce n'est pas comme ça, visiblement, que vous allez pouvoir les toucher. Donc, il n'y a pas forcément intérêt que vous les conserviez, en tout cas, pour faire des envois. Je reste encore un peu sceptique. Très difficile de changer les habitudes des clients. Le visuel fait toujours rêver. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, Sandrine, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu et les challenges qu'on va avoir à relever dans ces prochaines années. On peut imaginer, comme je vous l'ai expliqué, que en croissance exponentielle, que demain, il y aura des régulations par rapport à ça, notamment de l'État. Il peut aussi demain y avoir des moteurs de recherche qui vont être spécifiques, qui vont référencer uniquement des sites low-tech. Et ça peut aussi venir de la part de la conscientisation du grand public qui va ne plus accepter certaines pratiques et qui va peut-être même boycotter tout ça. En termes de solutions qu'on peut apporter par rapport au visuel, donc il y a effectivement les podcasts. Vous pouvez aussi alors, attendez. Oui, le visuel fait toujours rêver. C'est tout l'enjeu. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à des solutions.
Ne peut-on pas pousser à la collaboration entre les acteurs du tourisme, sachant que souvent on retrouve les mêmes contenus sur des sites différents? Cela se heurte alors à la libre concurrence. Oui, je pense que la solution, elle se trouve dans la co-construction, dans le fait qu'on est toujours, ce sera toujours plus efficace de travailler ensemble plutôt que de faire chacun de son coin. Et c'est tout l'objectif aussi de cette présentation. C'est très intéressant comme remarque. Peut-être, est-ce que Thomas, tu as quelque chose à rajouter sur ce que je dis? Pour le calcul de consommation de l'énergie d'un document, ça dépendra si ce doc est en cloud et de quel appareil tu consommes, dans quel pays tu te trouves. La collaboration est la clé, oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'arrêter le numérique, ni le tourisme d'ailleurs. Parce que derrière l'urgence environnementale, il se cache des enjeux sociaux. Le tourisme et le voyage dans son ensemble permet de sortir de sa zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Il n'est pas question du tout de l'arrêter demain. Et cette présentation, elle n'est pas là pour vous convaincre d'abandonner votre site du jour au lendemain. Elle est surtout là pour, comme je vous ai dit, lancer le débat et des sujets de réflexion. Et on ne va pas de toute façon révolutionner tout ça demain. Et donc le plus simple, si vous n'avez pas d'autres questions, je conclurai sur ça. Le plus simple pour envisager tout ça, c'est de s'informer. Ça, c'est une première chose. Donc, vous pouvez, par exemple, vous appuyer sur la médiathèque qu'on propose. Vous allez sur notre site internet et vous allez trouver... Hop. Je m'en occupe, Sarah. Point travel. Tu t'en occupes? Je m'en occupe. Vous allez pouvoir du coup trouver un accès. Vous allez sur la première page de notre site, il y a un lien qui vous redirige vers une page où on a tous nos événements pendant le confinement. Et vous allez pouvoir faire votre demande d'accès à la médiathèque sur ça. Donc, première chose, informer. Ensuite, sensibiliser les parties prenantes, donc vos fournisseurs, vos collègues, etc. Et ensuite, lancer le débat, tout ça. Réfléchir ensemble à des solutions et consolider les idées et ensuite passer à l'action. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire avec le site Le Tech qu'on va sortir dans les prochaines semaines. Il faut y aller, quoi, à un moment donné. Allons-y. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Beaucoup de pistes très intéressantes. On peut imaginer que, développeur des pages web sous contrainte de sobriété encouragera la créativité. 2, qu'il faudra intégrer nos éventuels futurs sites Le Tech dans une stratégie de communication totalement assumée. Oui. En faire un facteur d'identification. Oui. Revenons un peu. Le jour viendra peut-être où ne pas apparaître dans les top résultats Google sera perçu positivement. Oui. Je pense aussi qu'il faut essayer de développer une stratégie annexe à la Google dépendance. Elle est centrale. Il ne s'agit pas aujourd'hui du jour au lendemain de l'arrêter, mais d'essayer aussi de se débrouiller, de trouver des solutions par soi-même. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et comme on voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on se dit qu'il vaut mieux anticiper les choses, réfléchir posément à des solutions, plutôt que demain être sur le fait accompli et devoir faire les choses dans l'urgence. Et c'est aussi, je pense... moi, je me suis intéressée, pour vous raconter un peu, à ces problématiques-là il y a quelques mois, parce que j'avais aussi envie de donner un peu plus de sens à notre communication, à ce que je faisais. Donc, pour l'instant, on est loin d'être irréprochable. Personne, je pense, ne l'est, ne le sera. Mais je pense que c'est important d'avoir tous ces impacts et ces solutions possibles en tête. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, effectivement. Pierre dit Le Tech Mag et son site solaire. L'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, une entreprise espagnole qui a fait son site basé à l'énergie solaire, c'est assez astucieux. Après, il faut voir dans les faits.
Merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si Sarah le dira. Sarah travaille aussi en freelance, donc si jamais il y en a qui sont aussi intéressés pour bosser avec elle, n'hésitez pas à la contacter directement. Elle travaille avec Together, mais aussi avec d'autres acteurs, donc n'hésitez pas. Après, c'est elle qui décide. Voilà. Je mets son mail ici, n'hésitez pas. Ok, bah, merci à tous en tout cas et bonne fin de journée et prenez soin de vous surtout. Et je pense qu'il y aura... j'ai bien pris en compte toutes vos remarques, notamment sur les outils de calcul, ta question Laura et d'autres questions que j'ai notées. Ce sera l'occasion aussi de refaire un atelier un peu plus poussé. Là, c'était vraiment un atelier introductif. Les objectifs, voilà, c'était de présenter les impacts du numérique et les solutions qui étaient possibles aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous. Au revoir.